C'était un réseau secret, à une époque où l'Italie faisait face à une polarisation politique extrême. Une époque qui a vu l'émergence de groupes armés, à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, responsables d'une vague d'attentats meurtriers qui ont ébranlé le pays. C'était l'après-Seconde Guerre mondiale, et en Italie, mais aussi à travers une dizaine de pays européens, dont la France, des réseaux marqués à droite se sont alors constitués autour d'une cause principale, résister en cas d'invasion communiste. Ils se sont organisés pour tenir à distance toute menace posée par les pays du pacte de Varsovie, sous influence soviétique. Ils étaient soutenus par l'OTAN et parfois entraînés avec l'aide de la CIA. Ces réseaux, qu'on a appelés des Stay Behind, restés en arrière, étaient aussi conçus pour opérer dans le secret en cas d'occupation ennemie, tout à la fois mouvement de résistance et réseau d'espionnage. Et c'est en Italie que cette opération est devenue finalement la plus connue sous le nom de code de Gladio, le glaive. Des décennies plus tard, le rôle exact et l'ampleur de ce réseau restent l'objet de débats historiques et judiciaires. Billet retour sur l'opération Gladio. C'est un reportage de Natalia Mendoza, Tommaso Marro et Laura Rudo. Qui, dove c'è la colonna sbrecciata, Là-bas, sur ce point-là, il y avait une poubelle con dentro il et dedans la cestino bombe. dei rifiuti e dentro c'era la bomba. Quando la bomba esplode fa questa sbrecciatura. Quand elle a explosé, il y a eu un coup sec, Terribile. vraiment terrible. Il colore del Tout est fumo devenu è gris avec la fumée grigio. et les gens ont commencé à Tutti crier. le urla. C'était le 28 mai 1974, lors d'une manifestation antifasciste sur la place centrale de Brescia. Ce jour-là, Manlio était accompagné de sa femme, Livia Botardi, une enseignante de 32 ans. Elle s'était éloignée de lui quelques instants plus tôt. Quindi mi getto in quel gruppo di corpi. Je me suis précipité là où étaient les blessés. À ce moment-là, je ne pensais qu'à ma femme. Je l'ai cherchée jusqu'à la retrouver. Les ambulances sont arrivées et je l'ai accompagnée à l'hôpital. Et là, ils m'ont dit qu'elle était morte et que d'autres de mes amis étaient morts aussi. L'explosion a fait 8 morts et une centaine de blessés. Cet attentat s'inscrit dans une vague de terreur qui a frappé l'Italie entre les années 60 et 80. Partout, des groupes d'extrême droite pratiquent une stratégie dite de la tension. Certains d'entre eux soupçonnés de liens avec des réseaux armés clandestins, proches des services secrets à l'époque. 1969, Milan. Un attentat dans la Banque nationale de l'agriculture fait 17 morts. 1980, gare de Bologne, 85 morts. Pour comprendre cette vague de terreur, il faut se rendre dans le nord de l'Italie. Après la Seconde Guerre mondiale, de l'autre côté de cette frontière se trouvait la Yougoslavie communiste. À cette époque-là, habiter dans ce territoire signifiait se trouver dans la dernière barrière avant le rideau de fer. Il y avait une peur concrète, réelle, effective d'une invasion de la part des pays communistes du pacte de Varsovie. L'hypothèse était que les troupes ennemies seraient entrées par là, par cette frontière. Une crainte qui a conduit à la création d'une structure militaire secrète, baptisée Gladio. Gladio était une organisation militaire spéciale dormante, gérée par les services secrets, qui avait l'objectif de protéger la patrie en cas d'invasion. La création de Gladio est officialisée avec cet accord signé en 1956 entre les services secrets militaires italiens et la CIA américaine. Le réseau disposait de moyens matériels soigneusement dissimulés sur le territoire italien. Des dépôts clandestins d'armes et d'équipements appelés les NASCO. Regardez ici ce point précis, une fosse a été creusée. C'était un NASCO. Dans ce NASCO ont été retrouvées des armes et des munitions.
Un armement qui est resté ici, sous cette église, enterré dans des caisses, pendant près de 30 ans. Officiellement, 139 NASCO ont été répertoriés en Italie. Tous les armements à l'intérieur des NASCO étaient fournis par la CIA, par les Américains. Les agents clandestins de Gladio étaient recrutés et entraînés dans des missions sur le terrain, dans le plus grand secret. Comme sur ce site, à moins d'1 kilomètre de la frontière avec l'ex-Yougoslavie. Ces chalets d'alpage ont servi pour des exercices d'entraînement de Gladio. Ils étaient utilisés comme lieu sûr pour des personnes que les membres de Gladio devaient exfiltrer du territoire sans être interceptés par l'ennemi. À une 50aine de kilomètres de Turin, nous avons retrouvé l'un des anciens membres de cette structure secrète. Giorgio avait 19 ans lorsqu'il a été recruté. Un ami proche m'a parlé d'une organisation qui formait des personnes pour certaines missions au service de l'Italie. C'était la guerre froide et la question de la défense de ses frontières était particulièrement ressentie. Il m'a demandé si cela pouvait m'intéresser. Je lui ai répondu absolument oui. Il devient alors l'un des plus jeunes agents clandestins de Gladio. Ça, c'est l'engagement écrit que j'ai dû signer en 1966. On nous entraînait afin d'être prêts à passer à l'action une fois que le pays aurait été occupé. Nous apprenions à tirer, à utiliser les explosifs, la topographie, la cartographie, la réception et la récupération de matériel largué par des avions, la défense personnelle et les filatures. Une fois par an, Giorgio invente une excuse à son entourage pour participer aux entraînements. Une double vie qu'il a menée pendant près de 30 ans. Chaque région avait un responsable militaire des services secrets. On ne connaissait pas la vraie identité des autres membres. Si on commençait à partager des confidences, le militaire nous disait d'arrêter. On était très surveillés. Cette compartimentation des informations a permis à l'organisation de rester secrète pendant 3 décennies, jusqu'au 24 octobre 1990. Ce jour-là, à Rome, au Parlement italien, Giulio Andreotti, le chef du gouvernement de l'époque, dévoile à l'opinion publique l'existence de Gladio. La nouvelle provoqua un énorme retentissement. Il y eut alors des polémiques très dures, extrêmement vives entre le gouvernement italien, l'OTAN et l'administration américaine. Parce que c'était encore un secret atlantique qui ne devait pas et ne pouvait pas être révélé. Giovanni Fasanella, journaliste politique, a couvert cette crise. Pour comprendre comment cette structure secrète a pu être créée, nous accompagnons Giovanni aux archives historiques du Sénat italien. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à filmer ces documents, longtemps classés secret défense. Ici, on a un des piliers fondateurs de la doctrine américaine à l'égard de l'Italie pendant la guerre froide. C'est écrit ici que par rapport aux intérêts stratégiques des États-Unis, ce serait largement préférable d'avoir en Italie un régime autoritaire de droite plutôt qu'un régime communiste. Ce document déclassifié de 1948 du département d'État américain est très clair. Dans l'éventualité où les communistes prendraient le contrôle du gouvernement italien, les États-Unis devraient fournir de l'aide financière et militaire au réseau clandestin anticommuniste italien. C'est dans cette stratégie anticommuniste américaine que s'insère Gladio.
En Italie, à l'époque, existait un parti communiste fort, et en face, une nébuleuse de factions et de mouvements de droite subversifs. L'hypothèse est que, comme Gladio, ces informations ont été également protégées par le secret atlantique. Saverio Ferrari dirige l'Observatoire démocratique des Nouvelles Droites. Il étudie depuis une trentaine d'années la nébuleuse néofasciste et ses liens avec les violences qui ont secoué l'Italie dans l'après-guerre. Par rapport à Gladio, on sait que des armes de ces NASCO ont fini entre les mains d'organisations néofascistes. Celui-ci est un rapport de la brigade spéciale des carabiniers. Il indique que des membres du groupe néofasciste Ordine Nuovo ont eu en leur possession une grenade particulière, les MK2, fournie par les États-Unis pour être stockées dans des dépôts clandestins de Gladio. Et parmi ceux qui ont eu accès à ces MK2, il y a Marco Toffaloni, condamné à 30 ans de prison. Marco Toffaloni, membre de Ordine Nuovo, a été reconnu comme l'un des auteurs de l'attentat fasciste de Brescia. Et l'on sait qu'il n'a pas agi seul. Nous retrouvons sur place Manlio Milani. Je vais au tribunal de Brescia. Aujourd'hui se tient une des très nombreuses audiences du procès sur l'attentat de la Piazza della Loggia. Donc j'y vais près de 52 ans après les faits, pour porter en avant ma quête de vérité et de justice. Chaque audience me ramène à ce que j'ai vécu ce jour-là. Ce matin-là, direction la cour d'assises du tribunal. Un groupe d'étudiants rejoint Manlio à l'entrée. Vous êtes en avance. La salle d'audience est par ici. Je me rends souvent dans les écoles, car il faut transmettre la mémoire. Mais il faut aussi comprendre le pourquoi. La voilà. Là-bas, c'est la salle d'audience. À l'intérieur, Manlio prend place parmi les parties civiles. Depuis un demi-siècle, il suit chacune des audiences des procès liés à l'attentat. J'ai souvent été tenté d'arrêter de venir. Mais ce qui prévaut toujours, c'est le besoin, l'exigence de savoir, de comprendre, de ne pas lâcher, même si c'est dur. Ce procès juge un ancien membre d'Ordine Nuovo accusé d'être parmi les auteurs de l'attentat. Buongiorno a tutti. À la barre aujourd'hui, un ancien militant néofasciste. Lei si chiama Giampaolo Stimamiglio. Stimamiglio confirme à la barre les liens entre militants néofascistes, militaires italiens et membres des services secrets dans les années 70. La ragione di questi rapporti sa quale fosse? Era una ragione informativa di scambio di informazioni operativo e Massagrande a sua volta, se aveva delle coperture con il mondo americano o atlantico, chiamiamolo così. Sì, aveva delle coperture, sì. Lors de ce procès, on a parlé de Gladio ici, précisément comme l'une des modalités d'action dévoyées du pacte atlantique. Quant à l'existence d'un contact direct entre des opérateurs de Gladio et ces néo-nazis, c'est ce que ces enquêtes sont en train d'examiner. À Brescia, cette réflexion ne se limite pas aux salles d'audience. Suite à l'attentat, un centre de documentation sur la violence politique en Italie a été créé ici. Regardez, ici on voit le jour des funérailles. Près de 600 000 personnes ont rendu hommage aux victimes. Nous devons remonter la chaîne. Nous devons nous demander pourquoi et comment cela a pu arriver. Nous devons comprendre, car le passage entre le souvenir et la mémoire se fait par la compréhension. Comprendre cette violence pour replacer les attentats dans l'histoire et la mémoire du pays.
La mémoire doit nous servir à replacer la violence dans son contexte historique. Parler de Gladio signifie revenir à la guerre froide, avec les forces américaines qui devaient empêcher le Parti communiste en Italie d'accéder au pouvoir. Et les raisons des attentats s'inscrivent dans ce contexte international. Aujourd'hui encore, Gladio demeure l'un des symboles les plus controversés de la guerre froide transalpine, le produit d'une époque qui continue de diviser la mémoire italienne.